Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire Parole d'expert. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Carole Webel, avec qui on a travaillé. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés chez un client. Verlia, tu étais à la tête du learning de Veralia, si je ne m'abuse. Tu es Oui, aujourd'hui DRH externalisé et slasheuse. Je vois que tu as modifié ton petit tout titre à en bas, fait. c'est super. Pour ceux qui ne connaissent pas, très rapidement, donc parole d'expert. Donc nous, déjà, moi, Raphaël Maisonnier, je suis le cofondateur et CEO de Fasterclass. Fasterclass, on est un organisme de formation et de coaching. On s'adresse surtout aux managers et tout ce qui a trait aux soft skills. Donc le dialogue managérial, on est en plein dedans. Puis on fait aussi tout ce qui a trait au feedback, leadership, gestion du temps, gestion de projet, du coaching, voilà. Et toutes les 2 semaines, on fait un webinaire Parole d'expert, où on invite un expert de notre réseau, à partager ses lumières avec un maximum de valeur et de manière complètement gratuite pour, que vous en tiriez un max et vous aider au maximum. Normalement, là, le son est arrivé, Alexandra, je vois dans le chat, donc si tu n'as pas de son, peut-être relance la page. Je vois qu'on nous suit d'un peu partout aujourd'hui, de Genève, Toulouse, Lyon, Paris, Nantes, Lille, c'est vraiment génial. Hem Aujourd'hui, désolé pour la petite coupe de cheveux, en fait, j'animais ce matin, je suis revenu à vélo en speed, j'arrive pas à faire partir cette mèche, c'est mon casque. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ah, il y a Géraldine aussi des Hauts-de-France, il y a des Pays-Bas, du Luxembourg, ouais, on nous suit de partout, c'est vraiment génial. Vous êtes 344 inscrits aux dernières nouvelles quand j'ai checké pour ce webinaire, donc c'est génial. Je vois que c'est un sujet qui me passionne et je comprends, parce que le dialogue managérial, c'est quelque chose aussi, je pense, dont on manque cruellement aujourd'hui. Carole, tu vas nous parler. Tu vas commencer tout de suite, mais je crois que tu as un message que tu veux faire passer en une phrase, c'est le dialogue managérial avant les process. Est-ce que tu peux dire un petit peu Tout plus? à Tu peux fait, étayer? tout à fait. Merci beaucoup Raphaël pour cette introduction et peut-être que tu es décoiffé parce que le sujet décoiffe un peu en fait. Donc, On va faire ça comme bon, ça. bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver dans ce webinaire. En fait, le dialogue managérial, c'est un sujet qui m'accompagne depuis fort longtemps et il me semble particulièrement essentiel aujourd'hui où nous traversons une période, on va dire, dans laquelle les organisations doivent conjuguer performance et engagement et les managers sont ultra sollicités pour donner du sens et maintenir la confiance des collaborateurs. Alors moi, je vais pas venir en tant qu'expert, mais plutôt en tant que pair avec vous. Je voudrais plus vous présenter mon parcours, mes questionnements, et puis surtout des expériences vécues qui peuvent probablement résonner avec les vôtres. Voilà, je vous propose d'introduire le sujet avec une enquête de l'IGAS sur les pratiques managériales et j'ai trouvé que cette enquête, elle était vraiment intéressante pour justement cadrer tout ce débat autour du dialogue managérial. Alors l'IGAS, c'est Cette l'Inspection enquête de générale des cette enquête affaires de l'IGAS, sociales. elle est sortie quand? C'est récent, Alors je crois, tu m'as dit, hein? elle a été publiée en mars 2025. Et OK. c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant qu'on en parle. C'est tout chaud et elle dresse un état des lieux en fait assez contrasté des pratiques managériales en France comparé à celles d'autres pays d'Europe comme l'Allemagne, la Suède, l'Irlande et l'Italie. Et en fait, l'analyse, elle va porter sur 4 secteurs stratégiques l'automobile, l'hôtellerie-restauration, le secteur du digital et les assurances. Et là, malheureusement, le tableau nous montre que la France se distingue par des indicateurs assez préoccupants, et notamment en matière de qualité de vie au travail et de reconnaissance managériale. Sur le tableau, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est cette partie manager formé aux soft skills. J'avais dans ma croyance, parce que je le pratique et que je l'ai vu pratiquer dans mes cercles de directeurs talent ou développement RH, moi, je pratique par exemple le soft skill et le déploiement du feedback, d'ailleurs qu'on avait déployé avec Raphaël dans l'une de mes dernières entreprises. Et en fait, le constat qui est fait là, c'est qu'il y a seulement 35% des managers aujourd'hui qui sont formés au soft skill, quand il y en a 74% en Suède ou 62% en Allemagne. Enfin, c'est assez. Enfin, moi, j'ai été saisie par ce contraste-là. Et en parallèle, là où c'est paradoxal, c'est que c'est la France qui dispose de l'arsenal réglementaire le plus complet pour encadrer les pratiques managériales. On peut citer par exemple
l'entretien professionnel qui est devenu obligatoire tous les 4 ans, mais qui était tous les 2 ans, les baromètres sociaux dans les grandes entreprises. Moi, dans les entreprises où je suis allée, on devait travailler sur l'URD et mettre un certain nombre d'indicateurs, d'ailleurs des quantités incroyables d'indicateurs dans les URD, la formation obligatoire au RPS, les procédures d'alerte qui ont été renforcées après la mise en place du référent harcèlement, harcèlement moral ou sexuel d'ailleurs. Donc cet empilement de dispositifs, ça constitue des obligations administratives lourdes que moi j'ai vécues et je pense que vous, RH, mes collègues, vous les vivez aussi au quotidien. Et en fait, à mettre en place, à mesurer, à suivre. Mon partage d'expérience, c'est que désormais, on passe beaucoup plus de temps à gérer de façon croissante ces contraintes juridiques, avec nos conseils juridiques d'ailleurs, et ça nous impacte en fait, ces nouvelles obligations, et on passe plus de temps à les appliquer au mieux plutôt que de travailler sur le dialogue managérial. Et je pourrais citer la dernière en date, qui est ultra lourde à mon sens, et j'ai partagé ça avec mes collègues à l'ANDRH. Ben, récemment, on a parlé de la transposition de la directive européenne sur la transparence salariale qui va nous être imposée là en 2027. Alors 2027, ça a l'air loin, hein. Sauf que les impacts, c'est que ça impacte l'ensemble de nos processus, du recrutement aux promotions, en passant par les classifications. Et pour tous ceux qui ont travaillé sur les classifications, on sait le temps infini que ça prend pour retravailler cette partie-là. Donc cette charge supplémentaire, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle vient s'ajouter à notre quotidien. Et que pour ça, alors peut-être que des entreprises ont cette chance, mais nous, dans les entreprises où j'étais, on n'a pas de ressources RH supplémentaires et on n'a pas de budget supplémentaire. Donc ça vient nous grignoter petit à petit tout notre temps sur cette partie plus juridique, réglementaire, normative, que sur notre dialogue managérial. Et l'autre conséquence de cet arsenal juridique français, qui est le plus lourd qu'on puisse connaître en Europe, bah, c'est que ça a façonné notre modèle managérial dans nos entreprises et on a une forme assez procédurale et verticale. Le rapport de l'IGAS, il va citer en France, dans le secteur de l'automobile, les entretiens annuels qui sont strictement encadrés par des grilles d'évaluation qui sont centralisées. Du coup, le manager, il n'a pas vraiment de pouvoir d'agir et même ça le déresponsabilise parce que quand il va mener son entretien annuel, il va dire, OK, bah, je remplis ce qui m'est imposé finalement par le groupe ou par le corporate. Dans le secteur des assurances, c'est encore plus flagrant, puisque dans le secteur des assurances, les managers doivent renseigner jusqu'à 12 indicateurs RH mensuels. 12 indicateurs. Donc, on va parler de la QVT, des RPS, de la performance, et tout ça sans véritable retour vers les équipes. Ce que ça nous enseigne, c'est que le temps consacré au reporting vient remplacer ou du moins diminuer le temps qu'on voudrait consacrer au dialogue managérial. À l'inverse, en Europe, et toujours, alors là, on n'est plus sur ce tableau-là, mais ceci dit, ça vient renforcer. En Europe, on a des approches plus souples et plus responsabilisantes. On pourrait citer le cas de la Suède, hein, qui, d'ailleurs, on voit que les performances sont plutôt là. Eux, chez eux, les entreprises, elles instaurent un dialogue plutôt régulier entre managers et collaborateurs. Et ce dialogue, on en revient hein, sur le feedback, il va être centré sur les conditions de travail réelles. Il va être centré sur l'équilibre charge-ressources, la reconnaissance de compétences informelles. Et tout ça sans attendre une échéance légale. De la même manière, en Irlande, dans le secteur du digital, certaines entreprises ont mis en place une charte d'autonomie managériale. Alors cette charte, dedans, on va retrouver la liberté d'adapter des rituels d'équipe. Donc ça, c'est plutôt, voilà, il y a une espèce de souplesse entre le global et le local, un droit à l'expérimentation managériale, donc un droit à l'erreur en fait, un appui RH en mode coaching et non en contrôle. Or, nous, en France, on est plus en contrôle qu'en coaching. J'aime bien quand Tout tu ça, parles de droit à l'expérimentation d'ailleurs. Je fais une petite ouais, aparté là-dessus. Je trouve que c'est encore beaucoup plus pertinent que droit à l'erreur. Parce ouais, que droit à l'erreur, ça veut dire, OK, on se plante et puis on a le droit, c'est pas grave. Ça peut être entendu comme ça. Alors que droit à l'expérimentation, c'est-à-dire on a le droit de d'oser, on a le droit de tester et on a le c'est droit de se ça. planter, mais sous réserve d'apprendre quelque chose. Mais une fois qu'on a compris, après on peut tester autre chose, mais on va pas se planter 3 fois de suite, quoi. On expérimente pour Voilà. apprendre quelque chose. Ça, c'est un vrai truc, c'est une vraie différenciation entre droit à l'erreur et droit à l'expérimentation C'est tout à fait ça, dans la Raphaël. Et manière en fait, d'aborder la chose. c'est du test and learn, en fait. Et Ouais. on aura appris quelque chose de l'échec.
Et derrière, qu'est-ce Ouais. qu'on en fait et comment, quelque part, on partage ça avec les autres pour pas que ça se reproduise. Et en Mmh. fait, quand on regarde en Irlande et en Suède, là, sur ces deux exemples, le turnover, il est réduit de moitié par rapport aux filiales françaises de ces mêmes entreprises, avec ce mode de fonctionnement. C'est quand même, c'est dingue. Et le rapport Gallup, il y a un rapport Gallup qui est sorti également en 2025 qui vient confirmer cette tendance préoccupante en France et qui souligne la faiblesse du taux d'engagement des collaborateurs français. Et là, c'est encore plus marquant. Alors, je pense que l'enquête Gallup, elle doit être relativisée. Ceci dit, elle a le mérite d'exister. Et dans cette enquête, en fait, ce qu'elle dit, c'est que 62% des salariés dans le monde sont non engagés ou activement désengagés. Ça paraît déjà énorme. Mais Ouais. en fait, en Europe, le taux d'engagement moyen, là on inverse, le taux d'engagement, il est de 13%. Et en France, le taux d'engagement des salariés, il est de 8%. C'est 62% de désengagement, donc ça fait 38% Ouais, d'engagés dans le monde. ah ouais, Alors en Europe, on est à 13 en moyenne et en France, ouais, on est à 8. ouais. Et sur l'ensemble des pays interrogés dans cette étude, la France, elle se positionne 36e sur 38. Donc on Après, a un sujet. On a un vrai sujet. heu, Et c'est même c'est pas clair. tout, c'est que dans cette Après, enquête, on peut questionner on peut questionner l'étude, mais à partir du moment où c'est les mêmes critères pour tous les pays, ouais, OK, ça prouve que peu im OK, en tout cas, au niveau de critères, demandés, la France, on est à 8 d'engagement versus, les, 38 dans le monde, quoi. exactement. C'est exactement ça. Et en plus, si on pousse un peu plus l'étude, si on creuse un peu, et elle explique que 38% des salariés français se sentent stressés. Donc, ce qui peut expliquer aussi ce taux de désengagement. Et 19% ressentent même de la colère au travail. Donc là, on sent bien qu'il y a un problème dans notre dialogue, et c'est pas que le dialogue managérial, c'est le dialogue global avec tous les collaborateurs. Et à mon sens, les conséquences, ce stress élevé, la perte de sens, c'est un signal d'alarme pour les entreprises. Et les conséquences, elles ne sont pas que sociales. Là, on peut prendre notre casquette de dirigeant ou de membre de comité de direction d'entreprise. Elles sont économiques. Et je vous avais créé une petite charte, pas une petite charte, une carte mentale, pardon, justement sur ces conséquences. J'ai essayé de retracer dedans toutes les conséquences qu'on pouvait identifier. Et en fait, on peut dire qu'il y a en réalité une baisse de la productivité. Bah, les salariés qui sont désengagés, ils sont moins innovants, ils sont moins proactifs, ils sont moins coopératifs. Il y a des coûts cachés importants, l'absentéisme, le turnover, le burn-out, la désorganisation des équipes. J'ai même rencontré une entreprise récemment qui avait un taux de turnover de 83%. Et là, on se dit, mais le temps passé à recruter indéfiniment, c'est du temps qu'on passe pas sur la productivité de l'entreprise. Une perte de compétitivité, en fait, ça montre globalement que les entreprises françaises, elles peinent à attirer, elles peinent à fidéliser les talents, et notamment dans les secteurs en tension. Donc, il y a il y a un véritable souci sur le turnover, et globalement, on voit bien que les conséquences, elles sont assez importantes. Et pour remédier à ce désengagement, en fait, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Ben, il devient urgent de revisiter notre approche des pratiques managériales. C'est les conclusions de cette enquête. Et donc aujourd'hui, l'IGAS nous dit que les pratiques managériales qui sont reconnues comme positives, ça fait l'objet d'un consensus en Europe. C'est toutes les mêmes. C'est une participation active des salariés, la reconnaissance du travail accompli, c'est l'autonomie aussi dans les missions, donc contrairement au micromanagement qu'on pourrait rencontrer dans certaines entreprises. Et il y a une notion de participation aux décisions, donc la décentralisation des décisions. Tout ne peut pas se définir au global. Il doit y avoir de la marge de manœuvre pour discuter au niveau local. Dans le même temps, les pays qui sont étudiés là sur l'Europe sont tous confrontés aux mêmes défis. Ben, en fait, on est tous dans les grandes transitions démographiques, technologiques, écologiques, et donc on connaît tous le vocable du monde VUCA. En fait, c'est un monde instable, mais qui n'est pas lisible. Or, depuis 2020, le contexte s'est fortement durci, complexifié, et les repères ont changé. On est passé à un monde banni. Donc banni, vous voyez, ça s'inscrit là sur la présentation. C'est un monde plutôt fragile, anxieux, non linéaire, et ce qui fait la rupture de logique par rapport au monde VUCA, c'est qu'il devient incompréhensible.
Je peux vous donner un exemple simple que vous connaissez tous, je pense. Vous avez certainement en tête l'exemple en 2023 des entrepôts d'Amazon France. Ouais, Amazon France, ils avaient des conditions de travail qui étaient très critiquées et qui en fait entraînaient un stress élevé. Il y avait une surveillance excessive des managers et du coup, il y a eu un absentéisme croissant. Bah, la sanction est tombée. Hein, en 2024, la CNIL leur a mis une amende de 32 millions d'euros. C'est juste énorme. Et cette amende, c'était pour atteinte aux libertés des salariés. Donc, manquer d'espace. Ce bad buzz, il a eu des effets non linéaires. C'est pour illustrer un petit peu ce contexte banni, c'est qu'il y a eu une chute des candidatures pour rejoindre Amazon, il y a eu une mobilisation syndicale et il y a eu une crise d'image. En 2024, Amazon, elle réagit avec une campagne Nous sommes Amazon et ils ont valorisé en fait, ils sont passés à une autre culture, ils ont valorisé les parcours internes, ils ont investi dans la qualité de vie au travail, la formation managériale et surtout le dialogue social. En fait, dans ce cas de figure, Amazon a pris un contre-pied par rapport à ses pratiques managériales habituelles et ils sont passés de l'hyper-contrôle des managers à qui était garant de la performance à un rôle de manager qui était développeur d'équipe. Donc, ils ont vraiment opéré un revirement de culture. Et ça nous enseigne que dans ce monde banni, ce qui compte, c'est d'avoir une culture qui soit un système vivant, qui est capable d'évoluer au rythme des transformations internes et externes. C'est ça qui ressort en fait de la conclusion de toutes ces pratiques managériales qui sont trop enfermantes et qui sont trop processées. En parallèle de ça, on a de ces pratiques managériales qui sont très orientées sur la performance, on a des collaborateurs, eux, qui réagissent et qui se réinventent. Ils réinventent leur parcours, ils réinventent leurs identités professionnelles. Et je vais faire un petit clin d'œil à Raphaël dans 2 minutes, parce que en fait, ils ont réinventé leur manière d'exister dans le monde du travail. Et ce sont les slasheurs. Et ce terme, il a émergé il y a quelques années maintenant. Ça désigne une personne qui cumule plusieurs activités professionnelles. Alors, je vais donner un exemple. Je pense que Raphaël se reconnaîtra. C'est celui de consultant, formateur, podcasteur, auteur. Voilà. Donc ça, c'est un exemple qui illustre parfaitement le slashing. Mais il y a d'autres exemples dans mon environnement. J'ai entendu récemment une personne qui me disait, bah moi, ma fille, elle est danseuse à Broadway et elle est manageuse dans une école de coiffure en même temps. Et tout proche de chez moi, j'ai discuté avec une personne qui le matin est traductrice et l'après-midi, elle est galeriste d'art. Et c'est pas une jeune, hein, c'est quelqu'un, enfin, c'est pas une vieille non plus, c'est quelqu'un qui a mon âge, hein. Mais c'est pour dire que c'est pas le slashing, c'est pas quelque chose qui est dédié à la jeunesse, c'est vraiment une nouvelle façon de voir les choses. Et je pense que c'est intéressant de creuser un petit peu ce slashing parce que ça va avoir des impacts sur l'engagement dans les entreprises. Alors, il y a quelques chiffres clés que je voulais vous partager. D'abord, le attends, slashing, c'est... attends, Carole, attends, Oui, d'enchaîner sur tous les chiffres du slashing, parce que je sais que c'est ouais, un vrai bloc pour toi, quand on a travaillé ce webinaire. ouais, Euh, Petites interruptions sur tout ce qui s'est passé depuis lui, parce que tu as oui, donné plein d'infos. Donc, petit récap, en gros, de moi, de ce que je synthétise de cette première partie sur notamment le, le management sous tension. En gros, moi, ce que oui, je retiens de tout ce que tu m'as dit, c'est euh, en gros, en France, si on regarde ce qui se passe entre la France et les différents pays européens, on oui, a en France le pays qui met le plus de trucs en place d'un point de vue législation, c'est réglementation, ça. etc., pour essayer, parce qu'ils disent le management, ça va pas très bien, et donc on essaie de faire en sorte que ça se passe du mieux possible, et donc on est ceux Ouais, qui légifèrent le plus, mettent le plus de réglementation, et on est, l'effet que ça produit, c'est qu'il y a un double effet. Premièrement, c'est qu'on est là où ça se passe le moins bien, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est là où on a le plus d'absentéisme, c'est là où on a le plus de turnover quand on compare aux autres pays qui ont moins de législation. C'est là où on a le plus de perte de sens au travail. Et l'effet, le second effet, c'est que en fait, tout devient processé et ça déresponsabilise le manager, si je comprends bien. c'est exactement ça, en Parce fait. qu'il doit cocher des cases et C'est les ça, managers RH passent leur temps plus à cocher des cases c'est qu'à ça. vraiment essayer de comprendre les problèmes et dialoguer avec les équipes et de résoudre les enjeux, plutôt que et donc ça les déresponsabilise parce que: «Ah bah, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai rempli mes cases».
Parce qu'on a Alors oui, beaucoup de législations, à respecter et que si peut-être on simplifiait le truc, les pays où c'est plus simple, les managers sont plus responsabilisés, parce que c'est eux qui ont le pouvoir décisionnel, le pouvoir d'agir, et qu'ils ont plus de temps à y consacrer parce qu'ils ont moins de temps à consacrer à respecter les process, et remplir les cases et ça se passe mieux dans ces pays-là c'est et exactement ça, Raphaël. Et surtout, en France, on est dans un mode d'obligation, de contrainte. Alors que dans les autres pays étudiés ici, on voit qu'on est plus dans un mode collaboratif. Et un petit peu plus après, je vous présenterai ce qui a été mis en place dans ces pays-là, qui est beaucoup plus en mode collaboratif. Du coup, les managers, ils comprennent mieux aussi ce qu'on attend d'eux. Ils comprennent aussi les process RH parce que les RH, il faut pas leur mettre le bâton. En fait, ils ont tellement de contraintes que eux, ils doivent passer leur temps à essayer de le transposer dans leur entreprise. Et moi, je le fais ah, c'est aussi. clair, ouais. Et c'est un temps infini. Et en fait, le temps qu'on consacre à ça, on peut pas le consacrer. En tout cas, on n'a pas le temps de le consacrer aux managers. Du coup, on leur balance des politiques, on leur balance des process, et derrière, ils vont dire, mais moi, je comprends pas ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends de Ouais. moi, en fait? En Voilà. plus, le coup, la conséquence de ça, en plus, ce qui est dramatique pour les RH, c'est que, pour le manager, le RH ne va pas être perçu comme quelqu'un de aidant, mais comme quelqu'un qui va rajouter des contraintes et des bâtons dans les roues à son métier, quoi. Exactement. Alors que la volonté du RH, c'est d'aider et c'est d'être facilitant et il va être perçu à l'inverse. Donc c'est dramatique toute C'est cette, c'est exactement ça. réglementation. C'est vraiment l'effet paradoxal. Et je discutais il y a pas longtemps avec d'autres collègues RH qui disaient, mais nous, les RH, on commence à être détestés, en fait, par les managers. Et c'est horrible parce C'est que horrible. c'est pas notre métier premier. Et nous, notre métier premier, c'est vraiment justement le dialogue managérial. C'est de faire en sorte que l'organisation soit bien alignée et que tout le monde ait envie de contribuer à l'entreprise. Et en fait, on se retrouve dans l'effet complètement pervers inverse. Et c'est dur. Et si vous regardez les posts sur LinkedIn, combien de RH disent, mais moi j'en ai marre, j'ai plus envie de faire ce métier, quoi. Il y a vraiment Ouais, c'est clair. ce point-là qui ressort régulièrement. Mais Et en plus, il faut faire avec un engagement qui a totalement évolué avec le temps, quoi. Les gens, ils se sont ouais. complètement réinventés, c'est différent. Et petite dernière aparté là-dessus, c'est on constate aussi que là où ça se passe le mieux, donc il y a moins de réglementation et les Mmh, managers sont plus responsabilisés et mmh. comme ils sont plus responsabilisés, plus de pouvoir et c'est peut-être pour ça aussi qu'on les forme plus. En tout cas, comme par hasard, les managers sont formés aux soft skills à 62 en Allemagne, 74 en Suède, 68 en Irlande et c'est là où il y a moins d'absentéisme et moins de turnover et c'est que 35 en France. Donc il y a aussi peut-être un petit C'est lien ça. là-dessus, C'est ça. qu'on peut Les impacts, ils sont assez incroyables. Il y a un tableau un peu plus loin où on montre aussi les impacts en fait de ces chiffres-là. Et Donc, il y a ouais, c'est ça. et sur tout ce que tu as dit, il y a eu des petites réactions dans le chat. Il y a Ah, Jean-Baptiste, qui nous dit attends, je vais enlever ça, comme ça on le verra mieux. oui, Hem, hop, il y a parlé d'Amazon, nombre de postes supprimés. Amazon prévoit de licencier environ 30 000 employés dans le monde entier, ce qui représente près de 10 de ses 350 000 postes de bureau. Et finalement, ça pourrait être que 14 000. Voilà, c'est le complément d'info de Jean-Baptiste sur ce que tu disais. Je sais pas si tu veux réagir, oui. sinon je peux passer aux réactions suivantes. Mais, Non, mais enc c'est intéressant ce que dit Jean-Baptiste. Ça veut dire aussi que voilà, il y a une espèce de campagne de désinformation qui est là, et Amazon subit de plein fouet. Là, c'est typiquement le monde banni, quoi, où tout ouais, rentre en compte. ouais, c'est clair, ouais. Et après, on a Eswari qui nous dit que hem, on met parfois des personnes qui ne sont pas faites pour le management, des anciens experts, des techs, et cetera. Parce que en gros, avant le management, bah, c'était, juste le chemin à suivre dans l'évolution de carrière. C'est la promotion, tu as bien travaillé, tu Hum. deviens manager. Il y en a qui sont pas faits pour ça. Est-ce que tu as des recommandations là-dessus? Je sais pas, est-ce que vous Alors, arrivez à avoir des parcours experts qui sont aussi valorisés? ben Enfin, voilà, ça c'est intéressant parce qu'en fait, il y a pour moi, ça appelle deux remarques. La première, c'est que oui, on met souvent des experts parce que on dit que ce sont les sachants et que derrière, ils vont savoir transférer leur savoir, mais on est sur du savoir technique et pas sur du savoir managérial, ça c'est une chose. En revanche, la question que je me pose, c'est comment on fait pour les accompagner, ces personnes qui deviennent managers? Est-ce que réellement on les accompagne pour cette nouvelle mission de management? Bah, c'est pas sûr.
Souvent, ils vont être promus managers et ils n'ont pas été accompagnés pour ce travail de management parce que c'est un véritable travail à part entière. C'est pas juste je fais l'entretien annuel et la people review et tout va bien. Il y a vraiment, je suis développeur de mon équipe. Et puis le deuxième point, c'est exactement ce que tu dis, Raphaël. Je pense il y a cette notion de est-ce qu'on assume de mettre en place deux filières, une filière où on met des managers, une filière où tu es expert et que tu peux même devenir un mentor, où tu peux devenir quelqu'un qui va tutorer et transférer ton savoir-faire d'experts et de techniques. Donc après, si on est capable de valoriser les deux filières de la même manière, on pourra créer cette filière expert et cette filière manager. Et ça se fait dans certaines Exactement. entreprises. Dans l'une des entreprises, des dernières entreprises où j'ai travaillé, il y a eu vraiment cet engagement de créer des filières experts. Ouais, Mais moi, il faut les valoriser autant que le management. exactement. Je sais, je parlais avec la fondatrice de Skello il y a quelque temps, qui avait fait ce qu'il appelait un career path, et où dedans, il Ouais. valorisait, il y avait la filière management et il y avait la filière expert, ou je sais plus comment il l'appelait, et il valorisait vraiment les deux. Et pour revenir sur ton premier point, en parlant les managers, on les met parfois managers sans même les avoir accompagnés à être managers, les former, expliquer ce que c'était. C'est vrai que ça, c'est quand même. Moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi on mettrait pas, je sais pas, quelqu'un à la finance qui sait pas, qui a pas été formé à Excel. Et donc, pourquoi on Hum, mettrait quelqu'un manager qui a pas été formé à être manager, à gérer de l'humain, alors qu'en plus, c'est notre ressource la plus précieuse en interne. Ça peut être dramatique si c'est mal géré, parce que manager, c'est équivalent de gérer en français. Mais voilà, donc on veut des financiers qui savent faire de l'Excel. Bah, prenons des managers qui ont été formés à l'humain aussi, quoi, à gérer des équipes. c'est clair. Alors, comme tu dis, les conséquences sont importantes. Elles sont importantes pour les collaborateurs parce que quelqu'un qui ne sait pas manager, du coup, il développe mal son collaborateur. Et puis, lui, en tant que manager, il n'est pas à l'aise. Et un petit peu plus loin, là, dans la discussion qu'on va avoir, eh bien, Ouais. je vais vous parler de la crise de la vocation managériale. Elle est réelle. Elle est réelle parce que, au final, ils sont pas préparés. On les a pas accompagnés sur cette mission de management, en fait, cette fonction. Ouais. J'ai alors quelques petites autres questions vite fait et après on va enchaîner. Mais Oui. alors là, je sais pas, moi je ne saurais pas du tout répondre. Je sais pas si tu sauras, c'est très technique. Maxime nous dit: «Que pensez-vous de la norme expérimentale pour encadrer les soft skills AFNOR XP X50 736?» Je ne sais pas si tu connais, tu peux me dire non, moi je ne connais pas du tout. Alors, j'en pense rien parce que je sais pas de quoi on parle exactement sur cette norme. OK. C'est encore une norme. Ouais. Par contre, c'est encore une norme, voilà. Voilà, On est très fort pour ça en France, quoi, voilà, dans voilà. tous les cas. Non, non, honnêtement, je connais pas toutes les normes oui, on peut encore mettre une norme sur les soft skills, mais les soft skills, comme leur nom l'indique, c'est le vécu qui compte, c'est le comportement. Et donc, le comportement, c'est ce que tu vis au quotidien, en fait. Mmh, Voilà, on peut encore mettre des normes, hein, mais je pense que ça va plus en rajouter par rapport au contexte et à la situation qu'on vit actuellement. ouais. Et on a, Essoiré qui nous dit: «Est-ce que vous faites une différence entre team lead et manager? Est-ce qu'un par exemple, un tech lead peut être manager et inversement?» Alors, ça dépend, team lead, ça dépend aussi si on est en mode projet ou si là encore, c'est des variantes, mais c'est pas tout à fait la même chose. Quand on emmène une équipe dans un projet, on va être plus en team leader que en manager du quotidien. C'est-à-dire que le manager, pour moi, c'est celui qui va gérer la relation avec le collaborateur dans toute sa vie au travail, qu'il soit en mode projet ou pas en mode projet. C'est comment sont ses conditions de travail, c'est quoi sa projection, qu'est-ce qu'il a envie de faire dans l'entreprise, qu'est-ce qu'il a envie de faire en dehors de l'entreprise. Et tout ça, c'est des choses qu'on doit être capable de sonder, de questionner sans jugement et voir comment est-ce qu'on peut faire un bout de chemin ensemble dans l'entreprise. Et quand on est manager, ça, c'est un rôle important. Le team leader, lui, pour moi, c'est plutôt la personne qui va travailler en mode projet, qui va faire en sorte que le projet, il avance. Le leader, c'est celui qui s'assure que on va atteindre les résultats, de quelle manière on va atteindre les résultats, qui va aussi alerter quand il y a un problème. C'est ça le team leader pour moi. C'est pas tout à fait la même définition que le manager, même s'il y a un tronc commun de compétences à avoir. OK, trop bien. On a fait le tour des premières réactions. Je propose qu'on réenchaîne parce que comme je voyais qu'il y avait un peu tout ça, je me dis: «Attends, hop, avant de passer à la suite». Donc tu dis T'as voilà, bien une des fait. conséquences du coup, c'est suite à donc en France notamment, il y a plus de turnover qu'ailleurs, et Mmh. une des adaptations des
collaborateurs ou des gens suite au turnover, il y en a beaucoup qui deviennent des slasheurs. C'est ça. Et les slashers, c'est plutôt un phénomène répandu dans le monde, hein, d'ailleurs. Hein. C'est pas qu'en France. Ouais. Là, l'étude, elle est en France, mais il y a beaucoup de slashers dans le monde. Et je crois même qu'aux États-Unis, ça représente plus de 50%. Ah ouais, OK, c'est énorme. Des salariés. Donc, on peut dire salariés, mais en fait, il y a plusieurs choses. Donc, déjà, le slashing, c'est pas un phénomène qui est subi, mais c'est un phénomène qui est choisi. Les gens, à 93%, ils écrivent qu'ils choisissent. C'est pas de la nécessité ou de la contrainte. Donc, ça, c'est plutôt une donnée intéressante. Et puis, le slashing, c'est aussi, ça n'est pas une réponse à la précarité, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans notre inconscient. C'est plutôt un levier d'épanouissement, de développement personnel, de sécurisation des parcours. Et dans l'étude là que je suis allée chercher sur le slashing, eh bien, les gens répondent pourquoi à la question le slashing, pourquoi vous l'avez choisi. Eh bien, c'est pour une plus grande diversité d'émissions et de la polyvalence. C'est aussi se cultiver, découvrir de nouveaux horizons. Donc, on n'a plus envie de mettre tous ses œufs dans le même panier et d'avoir finalement une culture unique. Les gens veulent, les salariés veulent découvrir des univers différents. Et pour moi, ça ne s'adresse pas que à la nouvelle génération. Beaucoup de gens veulent aller dans le slashing. Aujourd'hui, je crois que ça représente 6 millions de slasheurs en France. Quand il y en avait 16% en 2015, aujourd'hui, c'est 6 millions de personnes. Donc, c'est Ouais, pas un c'est beaucoup de monde, épiphénomène. hein. C'est pas un épiphénomène. Et ce qui pousse aujourd'hui au slashing, et pourquoi les gens ils vont rentrer dans le slashing, bah, c'est les conditions de travail dégradées. Donc on en revient à nos pratiques managériales qui peuvent être parfois trop normées et un peu raides. Dans l'étude là, les conditions de travail critiques, eh ben on a le niveau de stress était trop élevé. Donc ça, c'est environ 30% des personnes qui répondent ça. C'est la fatigue, c'est le manque de temps libre. Donc on voit que les conditions de travail ont un impact important sur le fait de basculer dans le slashing. Et puis, ça amène aussi, et ça c'est, je pense, une réflexion importante sur l'engagement dans l'entreprise, ça amène une recomposition des formes d'emploi. Aujourd'hui, les salariés n'ont plus un seul CDI, mais ils vont cumuler CDI freelance ou freelance multimétier, CDI, CDD. On peut avoir de la fonction publique et du freelance. On peut avoir du CDD également dans la fonction, avec de la fonction publique. On voit bien qu'il n'y a pas une façon de travailler. Le CDI pur et dur, ben, je dirais pas que c'est fini, mais en tout cas, c'est plus la norme. C'est OK, ouais. vraiment, plusieurs véhicules juridiques, plusieurs types de contrats. Et donc Je ça, reviens ça, sur ce que tu as dit sur les conditions qui poussent au slashing. Par exemple, rémunération insuffisante, on voit que c'est à peine, je dirais 6 hum, quand on voit le graphique. Donc, hum, c'est vraiment pas le premier moteur. Le non, premier moteur, c'est pas: «Je veux gagner plus d'argent». Le premier moteur, c'est vraiment une question de quand on voit là 30 quasiment de stress, de fatigue, de manque de temps libre, d'instabilité des décisions managériales. Voilà, c'est ce monde banni qui influence aussi ça et qui c'est veut ça. une reprise de contrôle, de son de sa vie quasiment, quoi. C'est ça, et ça vient compléter l'étude, le rapport de l'IGAS qui dit la qualité de vie au travail en France, elle n'est pas bonne. Et ce tableau-là, il illustre parfaitement. Et qu'est-ce que ça nous donne comme information, nous, en tant que RH? Bah, il faut accepter déjà la pluralité des engagements. Collaborateurs, ils sont plus exclusivement investis dans notre entreprise. Ils vont être investis dans plusieurs entreprises différentes ou dans plusieurs engagements différents. On doit repenser la notion de fidélité, de disponibilité et de carrière. Avant, on privilégiait les carrières longues. À 5 ans, tu seras là. À 10 ans, non, c'est fini ça. Enfin, maintenant, les gens, ils ont besoin d'avoir quelque chose de plus tangible et de plus court terme. Et puis, on doit créer des espaces de dialogue sur les aspirations multiples. C'est ce que je disais tout à l'heure. On ne doit pas être dans le jugement ni l'injonction sur la loyauté. Ça, c'est des discours qui ne passent plus. C'est pas parce qu'on est engagé dans une entreprise et qu'en même temps on est engagé ailleurs qu'on est moins engagé en fait. Et Ouais. contrairement aux idées reçues qu'on peut avoir, moi j'ai souvent entendu, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais je serais étonnée d'être la seule. Ah ben les jeunes maintenant ils sont plus engagés, ils sont plus motivés, ils font leurs heures dans l'entreprise et ils partent. Et en fait, le tableau d'après, il est juste super intéressant parce qu'il montre que les slasheurs, ils comptent pas du tout leurs heures.
Aujourd'hui, quand on interroge les slasheurs sur est-ce que vous travaillez moins, vous travaillez autant qu'avant ou vous travaillez plus, et ben globalement, on a je travaille autant et on a quasiment 50% des gens qui disent je travaille plus en étant slasher. Donc ça, c'est quand même, voilà, ça vient retirer cette idée reçue que bah, on est moins investi et moins engagé avant. Sauf que les engagements, ils sont différents. Ça, c'est Là-dessus voilà. là-dessus d'ailleurs, je pense que moi aussi j'ai très souvent entendu, ouais, les jeunes, ils veulent plus bosser et cetera. Oui, les jeunes, ils sont plus engagés ou les jeunes, ils sont plus loyaux ou je pense que c'est surtout un comme on l'a vu avec le passage d'un monde VUCA à un monde banni, c'est pas un changement de génération. Il y a un peu il peut y avoir des effets générationnels, mais il y a surtout un effet de changement d'époque, où tout le C'est ça. monde est concerné par le monde qui change et tout le monde veut, plus de sens. C'est un peu une pyramide de Maslow quoi, où Ouais, on a, maintenant OK, globalement le pouvoir d'achat comparé il y a 100 ans, ça a évolué. Maintenant on a aussi besoin des besoins, aspirationnels. Hem et on veut comprendre pourquoi, on veut du sens, on veut de l'autonomie, et le job n'est pas qu'un job, on va dire, alimentaire quoi. Sans exactement. Il y a vraiment une envie, un choix libre de fonctionner comme ça. Et alors, imaginez, on parlait tout à l'heure de le fait de former les managers dans l'ancien monde. Et maintenant, les managers, ils doivent évoluer dans ce monde-là. Donc, dans un monde ouais, où il y a des injonctions paradoxales, dans un monde où les émotions sont croissantes, en fait, et là, pour le coup, c'est la nouvelle génération qui va avoir des attentes émotionnelles assez importantes. On a nos fameux systèmes RH qui sont extrêmement normés et du coup, le manager, lui, il subit une tension énorme. Il est pris entre le marteau et l'enclume. Ils doivent défendre des positions que eux-mêmes ils questionnent parce que ça descend d'en haut et qu'ils n'ont pas trop de pouvoir d'action sur le sujet. Et du coup, le dialogue social qui n'est pas là, bah, le manager, lui, il a une posture qui est quand même compliquée à tenir. Il se sent pas reconnu. Ils se sentent pas soutenus. Moi, j'ai souvent entendu ça. Vous savez, on fait des enquêtes régulières et d'ailleurs, il y a une dernière enquête de l'APEC là qui est sortie en 2023 qui disent que 44% des jeunes, là je parle des jeunes qui sont éligibles, ils refusent. Ils refusent le rôle de manager malgré leur position, leur ancienneté qui pourrait les emmener vers le management. Et puis, c'est même un peu plus ancien que ça, parce qu'il y a une étude Indeed de 2021 qui révélait déjà que un 4 sur 5, tous âges confondus, préfèrent éviter la gestion d'équipe. Donc ça montre bien qu'on a un vrai souci sur le management. Et ouais. en conclusion de tout ce contexte, moi ce que je dirais, c'est qu'effectivement, on est dans une mutation profonde du rapport au travail. Les trajectoires, elles sont beaucoup plus flexibles, plus souples, et les attentes, du coup, elles ont changé. Et le rapport IGA, c'est ce que j'ai pu observer moi à titre professionnel, bah, ça nous invite vraiment à réinventer le dialogue managérial vers quelque chose de plus sincère, plus crédible, plus vécu et qu'on donne du sens, hein, c'est ce que tu disais, Raphaël, pour être plus aligné quelque part entre les attentes des collaborateurs et des managers et les attentes de l'entreprise aussi, hein, évidemment. Et donc, nous, bah, là où c'est encore paradoxal, c'est que nous, RH, pour répondre à tout ça et à cette densité normative, en fait, on a multiplié les chartes. On a mis des chartes, on a mis des baromètres. Moi, je me souviens avoir mis en place des démarches, diversité, inclusion, etc. Mais soyons honnêtes, ça nous met encore une surcouche. Et quelquefois, en fait, et je dirais même souvent, ça nous éloigne de ce qui fait la force de notre métier. Moi, la force de notre métier, c'est le vécu des équipes et c'est le bon sens qu'on va partager avec eux. Et en fait, ça crée une certaine, en fait, le fait de vouloir accompagner on devient dans un environnement où on mesure plus qu'on agit. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à renseigner des indicateurs et on va mesurer là où on en est. Mais quel temps on va consacrer à l'action? Et là, pour moi, il y a une Mmh. vraie dissonance entre notre discours et le vécu des gens qui, eux, bah, vivent dans l'entreprise. Et les enquêtes, elles sont parfois, je ne sais pas si vous avez vu,
les vidéos du télétravailleur, elles sont excellentes sur LinkedIn là ou sur YouTube. Et donc, à un moment donné, il fait une caricature du baromètre social. C'est juste incroyable, quoi, parce que les gens, ils répondent ce qu'ils pensent qu'il faut répondre parce qu'ils ont peur qu'on aille tracer ce qu'ils ont dit. Donc voilà, là, on est dans Ouais, l'absurde total. Et donc tout ouais, ça, ouais. ça nous emmène à la fin des fins à un vrai désengagement des équipes. Et si j'en reviens à l'IGAS, parce qu'à un moment donné, ils nous proposent des solutions et ils nous emmènent vers des Voilà, recommandations. c'est exemple de dire, ils font une enquête. Quelles Voilà. sont les recommandations, quelles sont les solutions de l'IGAS face à ce constat? Alors eux, ils nous disent que ils nous montrent l'impact positif des mesures et des méthodes plus collaboratives. Et donc là, on voit sur les autres pays ces méthodes collaboratives. Par exemple, en Allemagne, je ne sais pas si tu as le tableau, Raphaël, mais par exemple en Allemagne, ils ont des méthodes qui sont plus la codécision, l'autonomie, la reconnaissance intégrée. Et là, bah, ils ont un taux d'absentéisme qui est bien plus faible, qui est de 4,1%, et ils ont un engagement élevé. En Suède, on en revient sur les feedbacks réguliers. Eux, ils ont des feedbacks réguliers, ils font du consensus et il y a plus de flexibilité. Leur turnover est plus bas, est largement plus bas et le stress est plus faible qu'en France. En Irlande, bah, ils vont travailler plus sur les soft skills. Et donc, bah, on voit bien l'écart entre des méthodes qui sont collaboratives où on participe aux décisions plutôt que on subit entre guillemets, que nos méthodes françaises qui nous conduisent à ces chiffres difficiles. Et les recommandations de l'IGAS, elles sont, par exemple, de lancer un programme national d'innovation managériale qui serait financé à 80%. Donc, je pense que ça arrivera dans les années à venir, dans les mois à venir probablement. Ce serait financé à 80% par le FSE. Donc là, on se rapprocherait du modèle allemand. Et puis, il propose, par exemple, d'intégrer une nouvelle vision du management. Et donc, ça fait écho encore aux commentaires tout à l'heure sur finalement comment on fait pour former les managers. Et donc, eux, ils proposent de former les futurs managers à ces méthodes collaboratives dès l'école, dès le début. Donc, ça veut dire que on revoit les référentiels de compétences des managers. Ça, c'est les propositions de l'IGAS. Il existe aussi des initiatives et des exemples en France quand même, hein. On n'est pas non plus que mauvais. Et donc, par exemple, on pourrait citer Michelin, qui a mis en place une démarche de management autonome de la performance qui s'appelle MAP, Performance et Progrès. Ils ont mis ça en place dans les années 2010. Et donc, par exemple, ce qu'ils ont mis en place, c'est une réduction du contrôle hiérarchique. Donc, on arrête d'être dans le contrôle pur et dur. Ils ont désigné des correspondants ouvriers qui étaient porteurs de la parole collective. Donc là encore, on réinsuffle du collectif et du dialogue. Ils ont mis en avant l'expérimentation locale. Moi, ça, je trouve que c'est super intéressant, sans standardisation. Par exemple, ce que j'ai pu pratiquer, et on parlera après des solutions, mais c'est on peut identifier des politiques au niveau RH groupe, c'est notre rôle, mais ensuite, on doit pouvoir expérimenter au niveau local et laisser de la place pour mettre en place des actions qui soient pas forcément les mêmes dans tous les sites ou dans tous les pays, parce que le contexte, Ouais, il est différent d'un pays à ouais, l'autre c'est ou clair, d'un ouais. site à l'autre. Et puis, ils ont mis en place une mesure du niveau d'autonomie et du moral des salariés. Bon, ça, on va le retrouver partout avec les enquêtes, les surveilles, etc. Alors, l'IGAS, Michelin, ils ont des pistes de solutions qui sont intéressantes. Mais pour moi, ça ne vaut que si nous, RH, on travaille sur un changement de nos repères. On travaille différemment. Et ce que j'essaye de mettre en pratique, moi, c'est de changer cette culture d'entreprise qui est cette contrôle, cette culture de la performance. Et ça ne veut pas dire qu'il y a moins de performance. Moi, je pense qu'il y aura plus de performance si on laisse plus d'espace au dialogue managérial pour accompagner les collaborateurs. Et donc, pour moi, l'engagement, ça va pas naître des chartes ou des campagnes LinkedIn, mais ça va naître du vécu quotidien. J'ai, dans mon expérience, travaillé sur la marque employeur à plusieurs reprises. Et j'ai constaté que quand on travaille sur la marque employeur, on se met en mode projet et on va créer une storytelling. Moi, j'ai vu, on identifie les messages, on va regarder quelles actions on va mettre en place, qu'est-ce qu'on va mobiliser. Et en fait, pour moi, on prend les choses dans le mauvais sens. Ce qui va faire une bonne marque employeur, c'est on va partir des actions qui sont réellement déjà mises en place dans l'entreprise et ce que les collaborateurs ont vécu. Et là, la marque employeur, elle vit.
C'est pas l'inverse. Et en fait, aujourd'hui, on a quand même plutôt tendance à faire l'inverse. Et il y a un exemple qui est assez parlant, c'est celui de Danone. Danone, il va parler d'une mission qui est vécue au quotidien et c'est comme ça qu'il va attirer ses talents. Il n'est pas sur la promesse affichée, il est plus sur le vécu. Et la conclusion de tout ça, c'est d'abord la culture et les outils ensuite. Et pour moi, Ouais, c'est c'est pas la clair. promesse qui crée l'engagement, mais c'est l'expérience des collaborateurs. Je rebondis là sur ce que tu dis sur d'abord la culture et ensuite les outils. Nous, par exemple, donc Fasterclass, on forme énormément d'entreprises à la culture du feedback, au feedback. On a plusieurs clients qui ont qui nous ont contactés parce qu'ils nous ont dit: «Voilà, on a mis en place des outils pour que les gens se fassent des feedbacks et on voit que, il y a, sur, 1 année entière, 7 des collaborateurs 7 des collaborateurs qui ont fait un feedback dans l'outil et 1 ou 2 des collaborateurs qui ont fait plusieurs feedbacks dans l'outil. L'outil est pas du tout utilisé, et cetera». Je dis: «Oui, mais est-ce que déjà les gens, naturellement, est-ce qu'ils se faisaient des feedbacks entre eux?» La réponse était: «Bah, non». Mais alors, déjà créons cette culture du feedback et après, une fois qu'on a cette culture, on va leur faciliter la tâche, on va dire: «Ah bah, ça sera encore plus pratique grâce à ça, on va pouvoir le consigner, on va pouvoir faire ça vous aider dans telle et telle manière». Mais si on ne c'est d'abord le vécu avant le process, la culture avant l'outil, les pratiques avant qu'on fasse des règles, des réglementations et cetera. Voyons qu'est-ce qui existe. Faut, créer le feu, intérieur, souffler sur les braises et après on structure. Mais, Mais voilà, c'est petite, ton intervention, Raphaël, elle est à point nommé parce que ça me permet d'aller sur l'exemple typique de la People Review. Moi, les People Review, j'en ai fait beaucoup dans mon poste de directrice talent, directrice développement RH j'étais au niveau corporate group. Donc, attends, euh, ça tu vas répondre à une question. Je pense que tu vas répondre à ah une question de Fatima, donc j'en oui. profite pour la diffuser. Hop, tac. Il y a Fatima qui me dit: «Comment utiliser le quotient annuel comme outil de développement des équipes?» Eh ben, Fatima, merci pour la question parce que justement, je pense que je vais l'évoquer là par le prisme des People Review, mais vous allez voir, enfin tu vas voir, on va revenir complètement dans l'entretien annuel en fait. Si je prends l'exemple de cette fameuse People Review, pour ceux qui connaissent la People Review, c'est un outil qu'on utilise pour travailler sur l'organisation. On le fait à peu près une fois par an. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait le process de People Review d'une manière générale? Eh ben, nous, les RH, on va compiler les informations issues des entretiens annuels. Donc là, je reviens à Fatima. OK. On va dans l'entretien annuel, on compile les informations et souvent, quand on est bien loti et qu'on a un bon outil, eh ben, on peut consolider toutes les informations facilement. Sauf que le plus intéressant dans l'entretien annuel, ça va être les commentaires des collaborateurs. Commentaires des collaborateurs, on peut pas les consolider. Ou alors, ceux qui disposent d'un super outil, moi, j'en ai pas vu jusqu'à maintenant. Et pourtant, j'ai beaucoup utilisé de SIRH. Le SIRH, jusqu'à récemment, ne savait pas reconnaître les textes. Donc, on va passer notre temps à aller chercher les commentaires, parce que c'est ça le plus intéressant. C'est que le collaborateur va dire dans son développement ce qu'il a envie. Nous, au niveau des managers, on va aussi recenser ce qui a été dit sur la performance, sur la mission qui a été menée dans l'année. Tout ça, ce sont des commentaires. Donc, on passe un temps infini à consolider ça. RH. Et j'aimerais bien que vous me disiez justement en commentaire si vous avez vécu la même chose que moi, ça m'intéresse. Ensuite, on va mener des échanges plutôt individuels avec les managers, un par un. Et on va leur demander de positionner leurs collaborateurs dans la nine box. Donc, vous savez, la nine box, c'est performance versus potentiel. Et là, ça va donner neuf box. Et on va aller du haut potentiel à la personne qui est en difficulté. Super. Donc, on fait ça. Puis après, on consolide toutes les informations de tous les managers. Et puis, on va faire une synthèse en comité de direction. En tout cas, moi, j'avais l'habitude de faire ça en comité de direction, en COMEX. On faisait même des people review par métier. Et donc souvent, quand on arrive là, c'est des échanges qui sont souvent marqués par le ressenti, des managers qui ont travaillé il y a longtemps avec tel collaborateur, qui ont dit ah oui mais il était comme ci, il était comme ça, sans en réalité vérifier l'expérience et l'expertise qu'il a acquise au fil des années. On va faire des recalibrages et quand tout va bien, on fait des plans de succession. Moi, ce que j'ai vécu, c'est des plans de succession qui étaient hyper répétitifs et c'était toujours la même personne qui était au potentiel, qui était dans tous les plans de succession. Autant dire que c'est pas un plan de succession. Le risque, il est pas du tout maîtrisé. Et donc, au final de tout ce dispositif, on arrive à une photo RH qui sert en principe à construire des plans de formation collectifs
mais après, c'est fini. Et donc, l'année d'après, on recommence, on fait un copier-coller et on a l'impression qu'on s'est occupé de son collaborateur. Le manager, lui, il a passé un petit peu de temps à discuter avec la RH, donc il se dit, OK, la RH va mettre en place. Mais en fait, pas du tout. Pour moi, là, on est complètement en échec sur ce type de processus. À mon avis, la People Review n'a de sens et d'impact que si elle est portée par une culture du développement, de la transparence et de la confiance. Moi, ce que je recommande dans les People Review, pour vous dire quel espace je peux donner au dialogue managérial, c'est d'abord, on définit des objectifs. Qu'est-ce qu'on veut en faire de cette People Review? Quel est le lien avec le projet de l'entreprise? Quelles sont les compétences qu'on va développer? Et ensuite, pour moi, un point fondamental, c'est de clarifier les rôles et les responsabilités de chacun. Moi, RH, qu'est-ce que je dois faire? Je dois consolider des informations, je dois identifier effectivement, des grandes actions collectives en termes de formation. Ça peut être des actions sur le feedback si je considère qu'il n'y a pas assez de dialogue dans l'entreprise. En revanche, le manager, lui, c'est le développeur de son équipe. Donc, il doit avoir le feedback de la People Review, il doit être à l'aise avec ce feedback et on ne va pas s'intéresser uniquement à la personne qui est iPod parce que ça va représenter entre 10 et 15% de nos effectifs. Et qu'est-ce qu'on fait de tous les autres qui sont dans les autres cases? Moi, je l'ai vécu, ça. Et en fait, je pense que le manager, il doit être capable d'assumer, de dire que cette personne a besoin de progresser, que cette personne, c'est l'autre personne va être un super expert et qu'est-ce qu'on fait d'elle? Est-ce que demain, elle devient mentor? Est-ce qu'elle devient tutor? Pour celui qui a besoin de progresser, quel plan d'action on met en place? C'est ça le dialogue managérial. Et c'est là où le process, il prend tout son sens. Et donc, moi, j'aurais tendance à dire, allégeons les dispositifs RH pour laisser plus de place au dialogue et on passe à l'action. Et dans ma pratique, pour apporter plus de place au dialogue managérial, moi, j'ai mis en place des formules j'utilise des formats immersifs et collaboratifs. Par exemple, pour la People Review, j'ai créé un jeu de rôle pour faire vivre la People Review de l'intérieur. On va avoir différentes casquettes, RH, manager, on peut être le dirigeant aussi parce qu'on n'a pas les mêmes attentes. Et là, on va travailler ensemble sur à quoi ça sert cette People Review, comment on la conduit et derrière, en tant que manager, comment on va les aider à préparer le feedback à leurs collaborateurs. Là, il y a du sens. Et là, on va Ouais. avoir des plans de succession construits. De la même manière, sur l'onboarding, typiquement, j'ai créé un jeu d'équipe pour explorer l'entreprise, ses valeurs, ses métiers, ses clients, par exemple, et pour arrêter d'être dans le descendant. Et donc là, ils vont relever des défis et les nouveaux collaborateurs vont pouvoir échanger avec les managers et ils sont acteurs. Il n'y a plus cette notion de j'attends qu'on vienne me donner de l'information. D'une manière globale, en fait, je crée des modules de découverte visuelle et interactive pour ancrer les messages RH. Parce qu'on a plein de choses à dire au niveau RH et en fait, on passe pas beaucoup de temps à les dire. Et je pense que, en tout cas, moi, mon action maintenant, c'est pour ça que je vous dis que ça fait longtemps que je travaille sur ce dialogue managérial, je favorise les opportunités de dialogue dès que je le peux. Et donc, ça se favorise sur différentes méthodes. Donc, je vais utiliser le co-développement, le mentoring, les buddies, donc de façon plus transversale et moins hiérarchique pour accompagner les intégrations. Et j'ai créé dans toutes les entreprises où j'ai été, j'ai créé des communautés pour co-construire et on déploie nos politiques RH avec évidemment une vision globale, mais aussi des adaptations locales. Et ça, quand on se base sur le principe de réalité, nos actions, elles vont vivre. Sinon, elles ne vivent pas. Et d'ailleurs, je pense que Raphaël, vous allez donner un petit bonus sur la checklist là, sur l'onboarding. L'idée, c'est dans cette checklist, ce que j'avais préparé, c'est créer tous les liens humains en fait, parce qu'on va plutôt lister la partie administrative. Moi, ce que je propose dans la checklist, c'est de formaliser tout ce que l'humain, tout ce qu'on doit mettre au niveau de l'humain. Ouais, tu me fais une petite passe décisive là, parce que je vois qu'il est déjà 12h26. Il y a encore Ouais. quelques questions qui sont en attente. Donc, après, on va les traiter très Ouais. rapidement, les dernières questions auxquelles on n'a pas répondu. Mais il y avait le petit passage sur comment est-ce qu'on peut vous aider, vous qui êtes là. Alors déjà, première chose, je vais faire une synthèse. Le replay sera disponible pour tous les inscrits. Je vais faire un article récapitulatif de tout ce qu'on a dit avec Carole en reprenant l'enregistrement. Je fais un article qu'on va publier, je vais vous l'envoyer par email. Donc si d'ici 5 jours, vous n'avez pas reçu l'email, regardez vos spams et dites-le moi. Si vous n'avez rien reçu, je vous le renverrai.
Parfois, j'ai des gens qui me disent qu'ils l'ont pas reçu, ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Hem et 3e chose, on a des petites fiches, préparées avec Carole, sur, là, c'est une fiche focus onboarding où toutes les opportunités de dialogue, tu les as remises pour que, Oui, les RH puissiez transmettre ça aux managers, en discuter avec eux, et qu'ils discuter, puissent oui, avoir ça, pour comme aide à l'onboarding et pas avoir qu'un process avec l'administratif. c'est ça. Voilà. Et après, dernier point, si jamais, vous avez besoin de plus, donc là, hop, j'ai mon petit truc là. Voilà, avec, Fasterclass pour préparer 2026. Si vous voulez, on peut, vous accompagner, sur, toutes les parties dialogue managérial, notamment avec Carole sur la partie dialogue managérial, et sur toutes les autres, composantes du management. Alors on fait 20 de réduction pour préparer 2026, pour tous les projets de formation ou d'accompagnement ou de coaching et cetera, qui sont commandés d'ici le 19 décembre. Et si vous voulez, vous pouvez en discuter dès maintenant, avec nous. Voilà, vous pouvez cliquer sur le bouton. Alors je sais pas où il est sur mon écran, est-ce que c'est là, par là, par là? Mais prendre rendez-vous, prenez rendez-vous et comme ça on discute avec l'équipe. On voit si on peut vous accompagner, comment on peut vous accompagner et on fera les choses super bien. Voilà, il est 12h28, fin de la transition de comment on peut vous aider. En tout cas, voilà, il y aura cet article récap, il y aura le replay, il y aura des fiches qu'on va vous envoyer que vous pourrez réutiliser et si ça suffit pas, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous et on a 26 de réduction pour toute commande prise avant le 19 décembre. Sur ce, il est 28, je prends les dernières questions, Carole? Oui, et puis après, je prendrai 1 minute pour conclure si tu veux. Ouais, ouais, super, exactement, on fait comme ça. Alors, les dernières questions, attends, je me les étais mises de côté. Hem Il y a, Frédéric qui disait Marion qui disait: «Est-ce que vous avez un exemple de réduction du contrôle hiérarchique?» Je pense que c'était Un par exemple chez exemple de Michelin. réduction du contrôle hiérarchique, eh bien, ce serait peut-être de moins aller chercher la performance avant tout, en fait. En fait, la réduction du contrôle hiérarchique, ce serait d'avoir moins d'indicateurs sur la performance et plus sur justement le dialogue managérial. Là, on est dans la réduction du management hiérarchique. Avoir des indicateurs pertinents sur comment on accompagne les managers, comment on les forme. On a vu au début de l'enquête que sur les soft skills, on forme pas beaucoup. Voilà, Ouais, ça c'est pour moi un point important. trop bien. Ensuite, autre question de Frédéric, il y avait: «Pouvez-vous expliquer le syndrome de l'imposteur?» Je pense que c'était parce que, c'était dans les, conditions de travail qui poussent au slashing. Il y avait un Alors des oui, critères, je crois, qui était le syndrome de l'imposteur. syndrome de Un de l'imposteur, c'est de penser que on n'est pas à sa place parce que notre mission, on n'arrive pas à justifier notre mission. Parce qu'on a le sentiment que ce qu'on fait ne correspond pas en fait à ce qui nous a été dit, et donc à un moment donné, on n'arrive pas à atteindre les objectifs parce que c'est peut-être des objectifs qui sont inatteignables et qui ne sont pas On a le smart. sentiment Voilà. d'être pas légitime. Ouais, c'est ça. On a une dernière question de Julie qui est: «Est-ce que le manager ne doit-il pas devenir un leader pour son équipe? Le simple manager ne semble plus suffire». Là, j'ai un petit mot à dire là-dessus. Heu, c'est Vas-y. ça c'est vrai qu'il y a une distinction entre manager et leader. Manager, c'est un Mm, pouvoir statutaire. Donc en fait, on a un contrôle sur les gens parce qu'on est leur boss et on a une autorité plutôt qu'un contrôle. On a une mm, autorité sur les gens et ils doivent faire des choses parce qu'on est leur manager, on leur demande et c'est leur job. Voilà. Leadership, et là, c'est encore plus vrai quand on parlait de team lead et de gestion de projet. Quand on est en gestion de ouais, projet, on n'a même pas c'est des gens d'autres équipes généralement et oui, donc on n'a même pas de pouvoir statutaire sur eux. non, C'est là où le leadership devient intéressant. En fait, moi, le leadership, c'est on n'a pas c'est une espèce d'influence, c'est une influence qu'on va oui, avoir pour amener les gens à faire ce qu'on veut qu'ils fassent, alors que, on peut avoir du pouvoir, on peut être manager et leader, mais on peut ne pas être manager et être leader et avoir de l'influence. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment ça la distinction entre management et leadership. bah, le leader, il va être plus inspirant, c'est-à-dire qu'il va pas détenir son pouvoir de la forme, mais du fond, en fait, de sa façon d'être, de son comportement. Et c'est pour ça que, et c'est une façon de conclure d'ailleurs, c'est pour ça que plus on va responsabiliser le manager, plus son métier, entre guillemets, de manager va prendre du sens. Il est capable d'assumer ses décisions, de les clarifier,
Il peut faire preuve de transparence auprès de ses équipes s'il comprend et s'il sait pourquoi il prend telle décision vis-à-vis de son collaborateur et non pas quelque chose qui lui est imposé. S'il travaille le feedback, ça devient un véritable acte managérial pour lui. Et donc, je pense que plus on va valoriser, tout à l'heure, la question était posée sur soyons moins hiérarchiques. Bah, il faut valoriser les managers qui osent le dialogue. Si on sait valoriser ça, on est moins hiérarchique. Et là, on obtiendra une bien meilleure performance. Donc, pour moi, la conclusion, c'est que c'est pas l'outil qui fait la transformation, c'est le dialogue qui le permet. Et si on fait ça, on va avoir une meilleure responsabilisation, pardon, et avec un meilleur dialogue, on aura un meilleur engagement de nos collaborateurs. Oh, trop bien. Voilà, donc moi aussi, je retiens de ce que tu as dit, c'est le vécu avant les process. Pratique avant les process, le dialogue avant les process. Et là, j'ai des gens qui commencent à réagir. Je demande aux gens: «Tiens, qu'est-ce que vous retenez?» Heu, il y a, Mariana qui nous dit déjà, «C'est génial, merci». Corinne qui nous dit: «Les communautés, voilà une belle façon de travailler ensemble pour l'avoir expérimenté». Voilà, il y a des gens qui plus soient complètement. Hem, Fatima qui nous dit: «Merci beaucoup, vos ateliers sont toujours très intéressants». Merci Fatima, ça fait plaisir. Lorraine qui nous dit: «Merci beaucoup Carole et Raphaël, très intéressant, ça donne les clés pour repenser le dialogue managérial». Merci. Ensuite, on a Marion qui nous dit, qu'elle retient qu'il faut appuyer sur les soft skills dans nos formations managériales. Ouais. Thierry qui nous dit que l'information de l'étude IGAS était extrêmement intéressante. C'est vrai que cette étude, on va vous envoyer par email, les trucs clés de cette étude. Hem, Jean-Baptiste qui dit qu'il a appris la notion de slasher et de banni. Alors banni, il y a qu'un seul N, mais sinon c'est Ouais, bon. ouais, ça a dû ripper. Ensuite, Alice qui nous dit que les modalités de ce webinaire reflètent bien le sujet, le dialogue. Merci pour l'animation. Avec plaisir, Ah Alice. super, merci Alice, ça fait plaisir, ouais. Voilà, il y a Valérie qui retient qu'il faut créer plus d'échanges avec le management. Fatima qui nous dit: «L'humain avant les process». Génial. Ezouari qui nous dit: «Je retiens que le management sans humain, c'est compliqué». Et je vais conclure avec Corinne qui nous dit qu'elle retient: «Des pistes de réflexion, ça me conforte dans mon mode de fonctionnement. Collaboration, dialogue, la bonne personne au bon endroit pour adapter les compétences de chacun». Super Corinne. Voilà. Sur ce, il est 12h34. Carole, je te remercie beaucoup d'avoir partagé tout ce que tu nous as partagé. C'était hyper dense. On a dû aller très, très vite. En C'est plus, vrai. on a bossé au webinaire, tu as élagué, tu as enlevé, énormément de choses que tu Énormément. aurais voulu Oui. dire. Trop de Mais, choses à dire. c'est moi qui t'ai contraint, je suis vraiment désolé, mais voilà, on a déjà dépassé de 4 minutes. Hem Avec plaisir, Corinne qui nous remercie encore, Valérie aussi, merci beaucoup à vous 2. C'est génial, ça nous fait très, très chaud au cœur, c'est pour ça Merci. qu'on Ouais. travaille. Et vous pouvez aller dès maintenant sur notre site masterclass.fr dans la catégorie webinaire et comme ça, vous verrez tous nos prochains webinaires d'ailleurs. S'ils vous intéressent, je fais une petite comme ça, vous aurez, nos prochains webinaires sur notamment l'engagement personnel, sur l'IA et les RH, et sur, je crois que c'est déjà ça les 2 suivants parce j'en avais 3 d'ici la fin de l'année avec celui de Carole. Et on vous remercie beaucoup et on vous envoie toutes les ressources promises avec Carole, d'ici 5 jours. Si vous n'avez rien reçu, vous m'envoyez un message sur LinkedIn, par email, sur notre site, mais dans 5 jours, vous avez tout dans votre boîte mail. Merci à Bon, tous. bon appétit à tous! Merci.